Alors, il s'agit, là j'ai mis le 15, mais c'est celui-là. Donc, on va étudier aujourd'hui le système de la bouche et l'anus. Donc, un petit rappel embryologique. Au cours de la période, après la période d'ovulation, on a une division cellulaire, 2, 4, 8. Donc, c'est une progression géométrique. Et à un moment donné, on va avoir ce qu'on appelle une sphère, qu'on appelle la blastula. Cette blastula va continuer à se développer avec une invagination qu'on voit ici. Est-ce que vous voyez ma souris sur l'écran? Oui, D'accord. Donc ici, on a le début d'une invagination qui va se poursuivre ici. Et on va avoir la constitution d'un pôle nord et d'un pôle sud. Pôle nord ici et le pôle sud ici. Au cours du passage de la blastula en gastrula, système digestif, gastrique, on va avoir une rotation de 90 degrés de cette sphère. On verra que l'importance de la rotation de 90 degrés tout à l'heure, ou dans un cours ultérieur au sujet de l'estomac. Donc, on a les prémices de la bouche et de l'anus, avec la similarité entre les champs de la Terre, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud. Donc, on a ici déjà un plasma. Si on poursuit le développement de l'embryon au 17e jour, c'est à nouveau un rappel. Je vous rappelle qu'on avait 3 couches constituées, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ceci figure donc un réacteur avec les 3 couches. Donc on a un réacteur à 3 chambres, hein. Une chambre intérieure, une chambre où il n'y a rien et une chambre extérieure avec les 3 tissus constitués, ectoderme, mésoderme et endoderme. Voici à nouveau une image de la blastula avec ce qu'on appelle le blastopore et le mésoderme ici, qui donne les tissus musculaires notamment, avec l'émission des champs nord et sud. Ici, une autre vue en coupe, la partie amniotique, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Et ici, ce qu'on appelle le sac jaune. À nouveau, le développement de l'embryon de toutes les espèces. Avec un certain moment donné, vous allez avoir l'apparition de l'espèce humaine avec l'empilement de différentes couches au niveau du cerveau. Mais au départ, l'évolution des espèces ici nous montre que nous passons par tous les types d'espèces qui nous ont précédés, depuis la cellule, les vers de terre, les batraciens, les mammifères, etc. Donc la différenciation de l'espèce humaine se fait vers la 12e semaine. Donc depuis la matière principale, chaque couche du tissu de ganse, puisqu'on est toujours à l'état de ganse, dans un état de vide, développe ses propres composants, c'est-à-dire les organes, la peau, le système nerveux, les muscles, les os, et ceci grâce au carbone et au calcium. Alors que chez les plantes, ça sera la silice. Je vous rappelle que le développement de l'homme se fait dans les 3 plans d'espace, à la fois en hauteur, d'avant en arrière et de gauche à droite. Je vous rappelle également qu'un enfant grandit tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche, tantôt il grandit en haut, tantôt il grandit en bas. Donc ça se fait par alternance. À nouveau, je vous remontre sur cette image les différents types de réacteurs, le réacteur au niveau céphalique, le réacteur au niveau de la cage thoracique et le réacteur abdominal avec les organes reproducteurs au niveau pelvien. Le réacteur central au niveau de la cage thoracique est composé du poumon, du cœur et au centre, le thymus qui fait le relais et la jonction entre la partie thalamique au niveau du cerveau et la partie abdominale. Donc le thalamus se trouve à peu près ici, toute cette partie-là. Et je vous rappelle que le thalamus est à proximité directe des yeux
des oreilles, du nez et de ce qu'on avait appelé la glotte, la luette. C'est donc pourquoi les 5 sens, les sens principaux, pourquoi ils se trouvent au niveau du crâne, pour être en communication immédiate avec le thalamus. Donc maintenant, on regarde la cavité abdominale, ce qu'est une cavité abdominale. Donc ça part depuis la bouche, l'œsophage, et ensuite l'estomac, le système digestif par les intestins et l'anus. Donc on voit ici que c'est comme un tuyau, tout simple, avec son pôle nord, qu'on a vu au niveau embryologique, et le pôle sud, à ce niveau-là. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'on appelle les 3 réacteurs au niveau de la cavité abdominale. Les 3 réacteurs, ça sera les 2 reins avec la vessie, la vessie, pardon, oui. Ensuite, on a le foie, les intestins et l'estomac qui constituent un propre réacteur. Et on a le cœur avec les 2 poumons. Voilà les 3 types de réacteurs au niveau abdominal comparativement avec la cage thoracique. Les 2 types de réacteurs, pardon. Au niveau abdominal, enfin, la cavité pelvienne sera étudiée en tant que réacteur à part. En ce qui concerne l'eau, elle représente bien sûr 80% de l'état de sel ganse. Donc l'eau n'est pas à l'état pur, elle est toujours à l'état de sel ganse. Les sels ganses, je vous rappelle, qu'ils sont à l'intérieur de toutes les enveloppes des organes. Donc par exemple, l'organe des poumons ici, je l'ai schématisé ici, avec la paroi abdominale et la cage thoracique. Voilà, donc ça c'est la plèvre. Et entre les deux circule un liquide salé. Donc les 2 poumons ici, avec le cœur. Si on parle des reins, c'est la même chose. On a les 2 reins ici, qui sont enveloppés avec un sel particulier, ou plusieurs sels. Même chose pour l'intestin, avec le péritoine. Et même chose, on a encore du liquide à l'extérieur. Même chose pour le cœur, on a encore une enveloppe avec le péricarde, ici. Et même chose au niveau crânien, avec le liquide céphaloméningé. Voilà. Donc chaque organe est enveloppé avec un sel particulier. Voilà, donc ça c'est l'âme telle qu'elle est figurée à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'un système solaire, à l'intérieur de galaxies, à l'intérieur d'univers et à l'intérieur de ce qu'on appelle le cosmos ou l'unicos. Une autre représentation de l'âme entre la Terre, le système solaire, un système de galaxies, dans des systèmes de galaxies, dans des systèmes d'univers, et ainsi de suite. Donc nous sommes toujours soumis à une chaîne multiple de ganses et de plasma ou de champs plasmatiques, et pas uniquement au système plasma de la Terre, ou au système des champs magnéto-gravitationnels de la Terre. Donc les enveloppes des organes. Tous les organes sont donc dans une enveloppe nano. Ces enveloppes contiennent toutes ou plusieurs sels à l'état nano. Les principaux sels sont ce qu'on appelle les 12 sels de Schlüsser. Les échanges se font par l'échange et l'interaction des champs entrants et sortants. La résultante de tous ces champs donne un champ, ce qu'on appelle aura. Chaque organe a son aura, ou son champ. Et le corps entier a son aura, ou son champ. Et cette aura, que l'on constate dans certaines conditions, pour certaines personnes qui sont capables de le voir, est donc la somme des champs de tous les organes et de celle des champs de l'environnement de l'atmosphère terrestre. Cette atmosphère terrestre est elle-même la somme de tous les champs du système solaire, galaxies environnantes et de tous les univers. Donc, je vous rappelle que l'aura est donc bien l'interaction, une résultante de ce qui sort, ce qui émane en tant que champ de notre corps et de ce qui est perçu par l'extérieur. Oui? Oui, Jean-Jacques, c'est juste une correction, là, tous les organes, la première phrase. Oui, oui, j'ai vu. Oui. Voilà, corrigez-le comme ça. Je suis en forme protégée, je ne peux pas corriger. Ah merde, ok, bon, pardon. Oui, je reverrai le document.
Merci. Alors maintenant, on voit l'appareil génito-urinaire. Donc, on a affaire à deux réacteurs étoiles, c'est-à-dire, donc là, je représente le système masculin, le système féminin. Ici, donc, le système rénal. Donc, je vous redonne à la fois cette image triangulaire. Donc, ça, c'est un premier réacteur. Le deuxième réacteur entre testicules et prostate. Et je vous rappelle que la vessie est constituée de tissus blancs, comme l'intérieur du cœur, l'enveloppe intérieure du cœur, ou comme les intestins. La prostate est également constituée de tissus blancs, et donc ça appartient au système émotionnel. Qu'est-ce qu'on appelle réacteur étoile? C'est quand il y a… Alors, ce qu'on appelle un réacteur étoile, je n'ai pas les images sous la main, c'est le fait d'avoir des sphères, comment dire, on fait allusion au système de montage que l'on fait dans les ateliers pratiques, c'est-à-dire qu'on utilise des sphères, deux sphères emboîtées ou des sphères simples qu'on met en rotation de façon à ce que le plasma ou le gans qui est à l'intérieur de ces réacteurs, le fait d'être en rotation, leur permet de, comment dire, de rayonner le champ qui est à l'intérieur. Ah, d'accord, en comparaison avec les étoiles, c'est ça? Alors, on l'a mis en réacteur étoile, moi j'aurais plutôt dit réacteur en pyramide plutôt. Voilà. D'accord. Hein, c'est une étoile. Je pense que c'était pour faire allusion aux étoiles, aux galaxies, enfin mais je pense que le terme serait peut-être plus approprié pour dire réacteur en forme pyramidale. D'accord, merci. Une pyramide à trois faces. Donc, dans une pyramide, donc on a ça représente la base d'une pyramide avec au centre un sommet, bien sûr, de la pyramide avec ce qu'on appelle le réacteur central ou la réunion de ces trois champs ici, les trois champs qui sont figurés ici, ont une résultante qui se trouve en plein centre de la pyramide, ce qu'on appelle la chambre du roi ou de la reine. Voilà, c'est exactement la même construction géométrique dans tout le corps. Le corps obéit à la loi de Fibonacci, et c'est à partir de là qu'on peut construire la fameuse spirale qu'on retrouve chez l'escargot, par exemple, ou dans les escaliers de tous les châteaux, les châteaux de la Loire, par exemple. Quand on regarde les escaliers, ils sont faits en pyramide, en colimaçon, selon cette loi de Fibonacci. La pyramide, même chose. Les pyramides d'Égypte, on peut retrouver les mêmes lois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. Ok, merci. Merci à toi. De rien. Alors, l'appareil digestif maintenant. Donc, la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle. Ensuite, se termine par le gros intestin, le rectum et l'anus. Donc, la bouche est en connexion émotionnelle il y a donc une connexion émotionnelle, pardon, entre la bouche et le nez, entre les poumons et l'œsophage. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur la luette, qui est dans l'arrière-gorge, au sommet de l'oropharynx, se situe la luette, qui est le sosie de la langue, mais sur le plan émotionnel. Donc la partie émotionnelle au niveau de la bouche, c'est la luette. Et donc, en cela, elle est en connexion avec le thalamus, de même que les yeux, de même que le nez. Le fait que l'œsophage soit à proximité et longe la trachéa-artère, il y a donc aussi une connexion entre l'œsophage et la trachéa-artère. Donc voilà en quoi l'œsophage est également une partie émotionnelle. Donc voilà le gros intestin avec les différentes parties. Là, pardon, j'ai mis gros intestin, c'est intestin grêle. Hein. Autant pour moi. Alors, si on regarde le pH et les étapes au niveau de la digestion. Donc ici, sont représentées les étapes entre la nourriture qui arrive au niveau buccal, passe l'œsophage, arrive dans l'estomac, passe au niveau de l'intestin grêle, arrive au gros intestin pour être évacué. De même que ensuite il passe au niveau du foie pour être stocké ou transformé.
en énergie, soit d'une énergie de réserve, soit une énergie disponible immédiatement à travers l'utilisation du glucose, et ensuite est distribué au niveau du cœur. Si on regarde maintenant le pH dans son évolution à partir de l'estomac à gauche pour arriver au niveau du rectum, on voit que le pH au départ est entre 1 et 4, c'est-à-dire acide. Arrivé au niveau du duodénum, il va passer de 5 à 7, il est toujours acide. L'intestin grêle, il est toujours en milieu acide. Au niveau de l'iléum, il est encore au niveau, il devient presque équilibré, pardon, il devient équilibré. Il arrive à un pH neutre, pardon. C'est-à-dire qu'il arrive à 7, donc on est presque à un pH neutre. Et au niveau du gros intestin, on arrive à une émission des plasmas, non pas sous forme de matière, mais sous forme de plasma et de gans. Et donc là, on a évacuation des matières. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé d'un état de nourriture matière à l'extérieur, qui arrive dans la bouche à l'état de gans plasma, traverse tout le système digestif sous forme de gans plasma, pour être transformé en matière. Donc on est passé d'un plasma à matière. Une fois que les aliments sont dans la bouche, donc le bol alimentaire va progresser au niveau de l'œsophage avec ce qu'on appelle le mouvement péristaltique, c'est-à-dire un peu comme les anneaux d'un serpent. Vous remarquerez qu'au niveau de l'estomac, comme au niveau du cœur, on a une forme en anneaux, plusieurs couches d'anneaux, qui vont permettre par des contractions automatiques de propulser tout ce qui est contenu dans l'estomac. Si on regarde les couches de tissu au niveau intestinal, on remarque à nouveau qu'on a un empilement de 3 couches. Ces 3 couches sont constituées de ganses de CO2, de CH3 et de CuO. On voit sur l'image de droite la première couche, la deuxième couche et la troisième couche. On est toujours dans un état de nanoparticules. On est également toujours dans un état de vide. À nouveau une image des 3 couches. Donc c'est à l'image de ce que l'on fait quand on fait des condensateurs ou quand on fait des réacteurs. On essaie d'obtenir ces 3 niveaux d'énergie. Si vous regardez la partie la plus intérieure au niveau de l'estomac, on a ce qu'on appelle les villosités intestinales ici, qui ont une forme que j'appellerais fractale, c'est-à-dire c'est une façon d'augmenter la surface d'échange plutôt que d'avoir une ligne droite. Donc on augmente la surface d'échange dans le minimum d'espace. Un fractal, c'est la reproduction d'un modèle prenons un triangle par exemple, et vous reproduisez ce triangle à l'infini sur chaque branche du triangle, et vous obtenez un flocon de neige par exemple. Donc si on va voir maintenant un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu, on a vu que le thalamus s'occupe des émotions, et donc c'est lui qui détermine ce dont on a besoin. Ensuite, les yeux fonctionnent à travers des champs plasma. La glotte également communique avec des champs plasma. La langue communique également avec des champs plasma, notamment avec la partie de la luette. Le thymus appartient à la fois à un tissu à la fois émotionnel et à la fois physique. Les poumons sont un tissu émotionnel. Le cœur a une double appartenance. Il est à la fois émotionnel, il manque un N, et à la fois physique. L'œsophage est un tissu émotionnel, les intestins sont un tissu émotionnel, la prostate également, la vessie également. Donc vous voyez qu'il y a 2 organes, le thymus et le cœur, qui ont une double appartenance, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 types de tissus, à la fois rouge et à la fois un tissu lisse blanc. Donc nous percevons les aliments par les champs plasma
avant de les avoir goûtés, c'est-à-dire que la vue des aliments intervient. De même, la perception olfactive. Et donc, les organes communiquent entre eux par des effets de champ plasma. Et c'est pour ça que c'est quasiment instantané comme perception. Donc, le thalamus est quasiment informé dès la vision d'un aliment pour savoir si c'est bon ou pas bon pour lui. Donc voilà comment fonctionne le thalamus par rapport aux organes. Le thalamus a son propre champ. Il perçoit grâce au champ de chacun des organes. Il perçoit le champ de chacun des organes. Et donc, on a un échange d'informations permanent entre le thalamus et les organes. Le thalamus dit « j'ai besoin de quelque chose ». Il envoie l'information aux organes. Les organes envoient le compte-rendu au thalamus. Donc, cette information est quasiment instantanée, en plus des voies de conduction sanguine et en plus des voies de conduction électrique. Mais c'est cette voie de champ magnétique, de champ plasma, pardon, qui est à privilégier, qui est la plus rapide. Donc, l'homme est constitué, bien sûr, à l'image de la Terre, comme un réacteur. Ça, c'est le fœtus au niveau de son enveloppe avec le placenta. Donc, nous sommes des champs constamment soumis au champ des différents univers. Donc, pas seulement au système Soleil-Terre. Alors, voyons maintenant en quoi on a une inversion du processus Soleil-Terre. Entre le Soleil et la Terre, on a la création de l'azote avec hélium et qui donne les acides aminés, CONH. Donc, on a une transformation en matériaux. Alors que le système digestif transforme le plasma, il va les transformer en matériaux. Donc là, on est passé de plasma à matériaux, alors que là, on a une inversion du processus. Donc le corps ici transforme les plasmas en matière. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet du système digestif? Donc là, on est à l'état de plasma, hein, on forme du plasma, alors que là, on forme de la matière. Donc, s'il n'y a pas de questions, je poursuis. Donc, pourquoi on a tous ces systèmes, en fait, dans le corps humain? Donc, à nouveau, c'est une répétition, c'est de façon à préserver le thalamus et sa partie émotionnelle. On a vu que dans un premier cours, que l'ensemble du système osseux était au service de la partie émotionnelle et que ce système osseux fonctionne sans aucun intermédiaire, contrairement aux autres systèmes. Donc, l'émotion ne délègue à personne d'autre que le système osseux de préserver sa propre survie. Donc, le thalamus, il sait tout. Il sait ce dont il a besoin. Dès qu'un aliment est perçu, senti et goûté dans la bouche, le thalamus informe les organes par ses effets de champ plasma, ce dont il a besoin, et il dicte aux organes quelle ganse il doit garder et rejeter. Tout ce processus est fait à travers de nanostructures en 3 couches, quels que soient les organes. Ces organes sont tous en formation étoile ou pyramidale, et chacun de leurs centres étoiles informe en feedback, comme une boucle infinie, le thalamus et inversement. Alors, que devient ce qui est rejeté? Tout ce qui est rejeté déjà à l'état de ganse est utilisé comme protéine fertilisante des sols par les plantes puis les animaux. On avait déjà vu et évoqué le problème, ce sujet, en ce qui concernait la vitamine B12 et le cobalt. Où M. Kech disait qu'on manquait de fertilisants et de cobalt dans le sol à cause des excès de mesures d'hygiène.
Donc, il est donc plus efficace que les fertilisants chimiques qui, eux, sont dans un état de matière. Donc, il y a une différence entre les déjections animales et les nôtres qui sont dans un état de ganse, alors que les fertilisants chimiques sont dans un état de matière. Donc, ça permet d'être recyclé au niveau des plantes, notamment. Les organes sexuels, donc ça, c'est une question par rapport aux questions qui terminent l'entretien avec monsieur Kesch. Donc, les organes sexuels sont-ils utiles pour la reproduction d'une autre entité physique? Donc, monsieur Kesch répond, pardon, que cela relève d'une incompréhension du fonctionnement de la partie émotionnelle. Il en est de même pour les autres organes qui sont là que pour prouver à l'âme sa capacité de se manifester sur cet environnement planétaire. Donc, en ce qui concerne la reproduction sexuelle, ça fera l'objet d'un cours particulier au niveau de la cavité pelvienne. Avez-vous des questions sur cet atelier de santé? Oui. Jean-Jacques, quand on n'a plus de péritoine, ça fait quoi? Bah, il manque un état de, comment dire, il y a toujours la mémoire du péritoine est toujours là, au niveau thalamique. Ça change rien alors, c'est juste physique. Oui. Sauf que le thalamus il considère que le péritoine est toujours là. Parce que moi, j'ai plus de péritoine. Depuis mon accident, on m'a mis des filets, mais j'ai plus de péritoine. Oui. Mais le corps continue à considérer qu'il y en a un. Ok, merci. C'est un peu comme chez un amputé. Hein. Le corps, il a toujours, il considère. C'est comme dans certains cancers, quand on enlève les. C'est pour ça que M. Kesch dit qu'il ne faut pas enlever les ganglions. Parce que le corps, lui, continue à percevoir, à savoir que le ganglion est là, donc il agit comme s'il était toujours là. Pour le péritoine, c'est pareil. Mais il va utiliser la partie saine pour faire croire à la partie malade qu'il faut agir en surplus. Donc, il va continuer à donner de l'énergie au cancer, par exemple. Alors, pour simplifier, si vous avez un cancer du bras droit, ben, le bras gauche va envoyer une information au cerveau en disant il faut reconstituer mon bras malade. Donc, ça peut être dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Merci. Ça peut être un procédé, d'ailleurs, lorsque vous avez une douleur sur la jambe droite, vous mettez le patch sur la jambe saine. Parce que sinon, ça veut dire que si vous considérez la jambe malade, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la jambe malade. Ok. Merci Jean-Jacques. De rien. Voilà, donc la partie la plus importante de l'enseignement, c'est ça, hein, c'est tout est fait au niveau des organes. Pour l'instant, ils nous paraissent utiles, mais en fait, fondamentalement, la seule partie à préserver, c'est cette partie émotionnelle, et tout le reste est fait pour préserver et faire fonctionner cette partie émotionnelle. En premier, la boîte crânienne, le système osseux pour la fabrication des globules rouges et globules blancs, et tout le restant, ce sont des usines secondaires. On a une pompe au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau du foie, on a encore une pompe. Au niveau des reins, on a une usine de filtration, mais tout ça, ce n'est pas forcément utile ni nécessaire pour le fonctionnement, pour le fonctionnement de l'âme en particulier. Mais dans la circonstance matérielle où on est sur cette planète, on a considéré qu'on avait besoin de cette constitution. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Donc, je voudrais revenir par rapport à l'intestin. C'était sur cette image et j'arrêterai là-dessus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le système digestif, notamment entre la bouche et l'anus, voilà, le système digestif, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est un tube
qui fonctionne comme un trou noir. C'est-à-dire que la matière est absorbée par le trou noir, toute la masse est condensée en un point extrême, donc c'est un point qui représente toute la masse de ce qui est ingéré, et qui mémorise pour être restitué ensuite, sous forme de matière. Donc là, on est à l'état ganse et on ressort en matière.